Et la conférence que le professeur Pascal Evin a l'amabilité de faire aujourd'hui à la Maison roumaine, vous avez vu le titre, elle s'intitule « Les relations entre la Roumanie et la France pendant la Première Guerre mondiale, le regard des diplomates français ». On va avoir, je suis sûr, une belle conférence parce que le professeur Pascal Evin était responsable du centre des archives au ministère des Affaires étrangères. Il est, je crois que je vous ai parlé déjà la dernière fois, membre du CTHS, du Comité des travaux historiques et scientifiques, et également le président de l'Académie de La Rochelle. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Merci, Charles-Alexandre. Et je voudrais quand même, avant toute chose, à remercier Alexandre Herléa, président de la Maison roumaine de Paris, pour cette invitation, parce qu'elle constitue en quelque sorte la continuation d'un colloque qui a été organisé il y a quelques mois, c'était en novembre dernier, à Sibiu, en Roumanie, par Tiberiu Costăgescu et son équipe, à l'occasion de la commémoration du centenaire de la constitution de la Grande Roumanie. Nous l'appelons Grande Roumanie en France, mais je sais que vous l'appelez un peu différemment, évidemment, en roumain, et de la participation française à cette réalisation, avec notamment la mission militaire du général Henri Mathias Berthelot, dont j'ai vu tout à l'heure le portrait sur un support publicitaire. Et je dois dire que ce colloque, qui s'est tenu sur 2 jours à Sibiu, a été extrêmement riche en communication, en contact avec les chercheurs roumains et les chercheurs français. En tout cas, l'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle, avait été grandement honorée d'être associée à cette manifestation dont on peut dire pour le moins qu'elle a été, je crois, particulièrement réussie. Et je dois dire, c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance d'Alexandre Herléa et que les liens se sont créés avec... aujourd'hui, je viens vous parler... Très impressionné par l'attachement de l'Académie de La Rochelle, son président, pour la Roumanie. C'est vrai que nous avons un partenariat, maintenant qui est relativement ancien, puisqu'il y a pratiquement 10 ans, plus de 10 ans même, avec la ville de Sibiu et avec Tiberiu Costăgescu, qui a été ancien préfet de Sibiu, qui a été ambassadeur et qui avait développé des liens avec notre académie. Il est venu, du reste, à La Rochelle. Nous avons reçu une délégation également roumaine, et c'est vrai que ces liens se sont fortifiés au cours des années, et je dois dire que c'était peut-être la raison pour laquelle, évidemment, le contact a été si bien établi. Et alors, je voulais dire que je parle aujourd'hui, mais que le mois prochain, c'est Alexandre Herléa qui viendra faire une conférence à La Rochelle, devant l'Académie des Belles-Lettres. Donc l'affiche est faite, je lui fais valider, donc tout est prêt. Alors au cours de l'intervention qui fut la mienne au moment du colloque de Sibiu en novembre dernier, j'avais évoqué, en ce qui me concerne, les principales étapes de la coopération franco-roumaine pendant la Première Guerre mondiale, grâce notamment aux documents diplomatiques français qui avaient été dans le volume, venaient d'être publiés pour l'année 2016. Vous savez que vous savez peut-être pas, mais le ministère des Affaires étrangères publie les documents diplomatiques français, les grands pays le font habituellement, et on publie donc les documents qui paraissent les plus représentatifs de l'histoire de la diplomatie et des relations avec les autres pays. Pour une raison qu'on ignore, à vrai dire, l'opération publication des documents diplomatiques français pour la guerre de 14 n'a pas encore été effectuée totalement. Et ce n'est qu'il y a 2 ans qu'est sorti le volume de l'année 2016, et nous n'avons pas 2015. Nous n'avons pas, excusez-moi, non pas 1915, non pas 1914, et évidemment, si nous souhaiterions avoir effectivement ceux de la fin de la guerre. Oui, c'est assez curieux parce qu'on a publié depuis les années 60, les années d'après-guerre, et cette partie est restée en souffrance
parce qu'elle était très importante et qu'on n'avait pas réussi à la publier. Mais en revanche, on a publié 2016. Et dans le gros volume, parce que c'est des énormes volumes qui sont encore publiés sous forme papier, bientôt ils le sont sous forme numérique, et pour l'instant ils sont encore sous forme papier, et bien dans le gros volume de l'année 1916, on avait énormément de documents sur la Roumanie, ce qui était assez logique. Alors, j'avais vraiment utilisé cette source lors du colloque de Sibiu, mais je me suis dit que la présente intervention que je devais faire devant vous était l'occasion d'approfondir le sujet en me penchant sur les archives conservées du côté français et voir comment, en fait, effectivement, le titre qui a été donné à cette conférence, qui est le regard du diplomate, comment un diplomate, un ministre de France en l'occurrence, puisque ce n'était pas une ambassade, comme le disait tout à l'heure Madame, mais c'était une légation à l'époque, l'ambassade a été créée bien plus tard, comment un ministre de France, représentant de la France en Roumanie, pouvait exercer le travail qu'on lui demandait, représenter la France auprès d'un pays dont on demandait l'entrée en guerre, avec évidemment finalement fort peu d'informations. Et je dois dire que vous connaissez peut-être certains d'entre vous les mémoires, non pas de Camille Blondel, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui était ministre de France entre 1914 et la déclaration de guerre 1916, mais son successeur, le comte de Saint-Hilaire, qui a publié un énorme ouvrage en 1953 qui s'appelle « Les confessions d'un vieux diplomate ». Je crois qu'il y a pratiquement 200 pages qui sont consacrées à la Roumanie, ce qui prouve l'importance du sujet et l'importance que lui y consacrait. Et ce qui est frappant, c'est de voir dans cette correspondance l'absence totale d'informations dont il pouvait bénéficier de la part de Paris. Enfin, je dirais pas l'absence totale d'informations, ça serait exagéré de ma part, mais le fait que finalement il était bien souvent livré à lui-même. Il a eu pas beaucoup d'instructions quand il partait. Il disait qu'il avait rencontré Aristide Briand, qui était à ce moment-là président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, qu'il avait rencontré donc avant de partir en Roumanie. Et il me disait, j'avais été frappé de voir que sur son bureau, il n'y avait aucun papier. Et le comte de Saint-Hilaire, qui était peut-être pas tout à fait du même bord que Briand, ajoutait, il n'y avait pas plus de papier sur son bureau que l'idée dans sa tête. Bon, là c'était peut-être un peu critique à l'égard d'Aristide Briand, mais il n'en demeure pas moins qu'on sent bien que dans la correspondance et dans les souvenirs de Saint-Hilaire, il avait fort peu d'instructions et que, en fait, il devait se débattre presque tout seul pour essayer de faire prévaloir, je dirais, les vues qui étaient les siennes et celles qui étaient celles de l'entente. Et on est un peu frappé, alors évidemment, ce qu'il faut bien préciser, c'est que à cette époque-là, il n'y avait pas les facilités de communication qu'on a aujourd'hui, les mails et tout ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est un peu étonné de voir que les représentants d'un État ne pouvaient vraiment guère communiquer. Et en plus, pour se rendre en Roumanie à l'époque, et compte tenu du conflit, il fallait faire tout un tour. C'est ce qu'avait fait Saint-Hilaire en passant par la Russie et en passant par Petrograd. Alors j'imagine que sa situation, et il le dit lui-même, hein, ne devait pas être très facile. Alors, je m'étais dit que c'était intéressant de voir, effectivement, alors non pas Saint-Hilaire, puisqu'il a laissé des souvenirs qui sont extrêmement copieux, comme je vous le disais, non pas la position de Saint-Hilaire, mais celle de son prédécesseur, c'est-à-dire du ministre de France qu'il a remplacé, Camille Blondel, et donc qui a quitté la Roumanie. Et non, je ne dirais pas, il n'a pas quitté la Roumanie, à vrai dire, il a quitté ses fonctions en mai 2016, après 2 années pendant lesquelles il n'avait cessé d'essayer d'obtenir l'entrée en guerre de la Roumanie, et en fait toute sa correspondance que l'on conserve à Paris, évidemment, a trait à cette entrée en guerre retardée par un président du Conseil roumain. Alors je ne sais pas si vous dites Bratianu ou Bratiano. Nous plutôt, hein. Donc, parce que dans la correspondance c'est Bratiano, oui, bien sûr. Et alors en fait, on apparaît souvent. Voilà. Je vais vous préciser cette précision. Effectivement et je dois dire que quand on a vu quand on sait après l'évolution des événements après la déclaration de guerre, on peut penser que Bratianu n'était pas tout à fait illégitime dans sa position de prudence, dans la mesure où effectivement la déclaration de guerre a été suivie d'épisodes qui ont été absolument dramatiques pour l'armée roumaine et pour la Roumanie tout entière. Donc avant que le rétablissement se fasse et avant que effectivement la Roumanie arrive finalement
après l'armistice avec l'Allemagne, reprennent part au combat et finalement arrivent à la conférence de la paix dans une position tout à fait favorable qui lui a permis, comme vous le savez, hein, de récupérer toutes les provinces dont elle demandait le rattachement à la Roumanie. Alors je disais que ce qui m'avait intéressé, c'était, dans cette étude, c'était le regard des diplomates, en l'occurrence du diplomate, sur les négociations conduites, et comment finalement une négociation aussi importante que celle qui a été engagée entre la Roumanie et les alliés de la Triple Entente, hein, et qui devait aboutir à l'entrée en guerre donc, du pays de la Roumanie et sa déclaration de guerre à l'Autriche-Hongrie, a été conduite par le représentant de la France à Bucarest, avec tous les rebondissements, les obstacles qu'une telle négociation a rencontrés, et évidemment le jugement qu'il portait sur la personnalité des différents intervenants, de ceux avec lesquels il avait à traiter quotidiennement. C'est pour ça que j'ai préféré traiter aujourd'hui plus particulièrement le rôle du représentant, donc Jean-Camille Blondel, ou Jean-Camille Blondel, qui était un diplomate chevronné et dont le rôle, en fait, dans l'histoire des relations franco-roumaines, a été un peu éclipsé, il faut bien l'avouer, par celui de son successeur, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, le comte de Saint-Aulaire, parce que ce dernier a accompagné évidemment le gouvernement roumain dans la période la plus délicate de ce conflit, c'est-à-dire effectivement la période de la défaite et ensuite tout l'épisode dramatique de Jassy où tout le gouvernement roumain a été rapatrié, et jusqu'à la conférence de la paix, donc avec le rétablissement donc, et la création de la Grande Roumanie. Et pour saisir le regard du diplomate, nous disposons du côté français uniquement des sources parisiennes. Alors ça c'est une particularité, c'est-à-dire de la correspondance diplomatique échangée entre le ministère français des Affaires étrangères et le Poste, donc Bucarest, classé dans de très beaux volumes reliés, des archives diplomatiques de la Courneuve, que malheureusement on ne peut plus consulter sous forme d'originaux, parce qu'ils ont été, il y a déjà un certain temps, ils ont été microfilmés. Alors je veux dire quand même que j'ai obtenu une dérogation en tant que responsable du département des archives, j'ai obtenu une dérogation pour pouvoir consulter quand même les originaux et en faire des photographies, parce que c'est effectivement aujourd'hui la façon la plus rapide de travailler. Mais pourquoi j'insiste sur ces documents? C'est parce que nous ne disposions plus, pour la période étudiée, nous ne disposons plus des archives de l'ambassade. Effectivement, dans les années, pour 1914, mais 1916, et même toute la période antérieure, hein, nous n'avons absolument plus rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces archives, pendant aux heures sombres de la défaite, c'est-à-dire à l'heure où le gouvernement, la cour, l'état-major roumain évacue la capitale menacée par les troupes allemandes, eh bien, le personnel de la légation de France, qui doit partir lui aussi, procède à l'incinération des archives dans le jardin de l'ambassade, pour éviter que les dossiers ne tombent au pouvoir des Allemands. Et malheureusement, eh bien, toutes ces archives ont disparu dans le feu et on ne les a pas retrouvées. Saint-Aulaire a emporté, qui était le nouveau ministre de France à l'époque, Blondel venait de partir, Saint-Aulaire a emporté quelques dossiers. Mais il a emporté vraiment quelques dossiers qui étaient de nature à entrer dans une valise. Il n'a pas emporté les archives de l'ambassade. Et malheureusement, nous ne possédons évidemment rien, puisque Blondel n'a pas publié ses souvenirs. Donc on a beaucoup plus de difficultés à comprendre comment les choses sont passées entre 1914, 1915 et 1916 que pour la période postérieure, où là, on a, je dirais, un récit, même si de temps en temps on peut s'interroger sur le rôle que se donne Saint-Aulaire, qui évidemment est un rôle plutôt flatté, hein, et sur certaines de ses appréciations qui sont parfois un peu tranchées, mais il en est vraiment qu'on a quand même une chronique, je vous dis ça fait plus de 200 pages, une chronique abondante qui complète là les archives papier. Là en l'occurrence pour Blondel on n'a rien, c'est-à-dire qu'on a la correspondance qui est conservée à Paris, qui est effectivement très intéressante, mais qui n'est pas aussi détaillée que pourrait l'être celle de l'ambassade. Alors, tout à l'heure, Alexandre me disait, mais il faut expliquer aussi ce que c'est que Nantes, ce que c'est que Paris. Alors, effectivement,
j'avais eu la première approche de ce fonds Roumanie il y a maintenant, allez, on va dire 25 ans, facile, 30 ans, quand j'étais responsable du Centre des archives diplomatiques de Nantes, qui est en fait une succursale des archives diplomatiques. Et en 1986, vous voyez, c'est déjà assez ancien, le ministère des Affaires étrangères avait décidé d'ouvrir à la recherche toutes les archives qui étaient rapatriées et qui étaient conservées à Nantes. Alors pourquoi Nantes? Parce que Nantes, c'était une ville de France où le ministère des Affaires étrangères avait choisi de déconcentrer ses services. Alors on y avait mis, évidemment à l'époque, tous les services qui paraissaient stratégiques. La comptabilité, la valise diplomatique, un certain nombre de services tout à fait techniques, et qui n'était absolument pas stratégique, et on y avait ajouté les archives pour faire bon poids, et on y avait décidé notamment d'y mettre toutes les archives rapatriées de nos postes diplomatiques et consulaires. Alors c'est la particularité des archives françaises, c'est que vous avez toute la correspondance reçue par le ministère, qui est conservée, qui était conservée au Quai d'Orsay, et qui est maintenant conservée à la Courneuve. Parce que les archives ont quitté le Quai d'Orsay pour aller à la Courneuve. Et tout ce qui est rapatrié de l'étranger va à Nantes, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour éviter que les archives ne disparaissent complètement. Donc en principe, on a toujours effectivement soit les archives de Nantes, soit les archives de Paris. Alors en l'occurrence, pour Bucarest, pour le fonds de Bucarest, on n'a pas grand-chose, puisque les archives, comme je vous l'ai dit, ont été détruites par le feu dans les jardins de l'ambassade en 1916. Mais il n'en demeure pas moins que le temps passant, l'ambassade, l'ancienne délégation devenue ambassade, a produit évidemment beaucoup d'archives, et que je ne sais plus si c'est dans les années 90, il me semble, que, faute de place à Bucarest, l'ambassadeur a demandé le rapatriement de ces archives. Et sont arrivées à Nantes toutes les archives donc, qui étaient postérieures à 1916 jusqu'en 1990, et je peux vous assurer que ça représentait un volume particulièrement important. Et c'est comme ça, c'est en les classant, en les préclassant, que j'ai découvert qui est finalement été Berthelot. Je dois reconnaître qu'avant d'avoir ouvert ces cartons, je ne savais pas qui était le général Berthelot. Mais j'ai vu tous ces cartons remplis des archives de la mission militaire. Alors, ce n'est pas les archives à programme militaire de Berthelot, et c'est toutes les archives que l'ambassade a constituées sur la mission militaire de Berthelot. C'est notamment sur le fonctionnement, sur les relations avec les autorités roumaines, sur ses relations difficiles avec les autorités russes. On en parlera tout à l'heure. Et c'est vrai que tous ces dossiers constituent une manne absolument extraordinaire qui n'attend, je crois qu'il attend encore les chercheurs, parce que je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait, mais jusqu'à présent, ces papiers n'ont pas vraiment été exploités, et je peux vous assurer que pour l'histoire des relations franco-roumaines, ils sont très intéressants, malheureusement, à partir de 1916, comme je viens de le dire, et pas avant. Donc, en fait, et puis j'ajouterai une chose, c'est que je crois que la correspondance de Blondel, finalement, qui est conservée à Paris, est très intéressante, parce qu'effectivement on a tous les télégrammes diplomatiques, ces dépêches, et c'est essentiellement les sources d'information du ministère des Affaires étrangères, mais on a également, et ça alors peut-être on l'aurait peut-être moins eu dans les archives de l'ambassade, on a aussi toute la correspondance avec les autres postes diplomatiques et consulaires qui sont particulièrement importants pour certains d'entre eux, et notamment pour le poste de Pétrograd. Alors il faut bien savoir que dans la correspondance de Bucarest, je dirais un bon tiers des documents vient de Pétrograd, c'est-à-dire de l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg. Là, c'est une ambassade. Elle était tenue à l'époque par un certain paléologue qui était un grand ambassadeur de France. Et évidemment, compte tenu du poids de la Russie dans le premier conflit mondial et de ses relations qu'on peut qualifier de heurtées, de difficiles parfois avec la Roumanie à cette époque, eh bien, il est clair que beaucoup d'informations venaient de Pétrograd. Mais si Bucarest et Pétrograd constituent en quelque sorte les principaux canaux d'information du ministre français des Affaires étrangères, il en existe d'autres, et on voit effectivement dans les archives que j'ai consultées, qui sont reliées dans ces beaux volumes rouges que j'évoquais tout à l'heure, on voit effectivement toute la correspondance qui provient de Rome, qui provient de Londres, d'Athènes, de Sofia et même d'autres postes. Il y a même, plus la guerre s'intensifie, on y retrouvera des informations qui proviennent notamment de Washington. Alors c'est ce fonds d'archives qui m'a permis effectivement d'évoquer l'aventure de Camille Blondel à Bucarest en 1914. Alors, de 1914 à 1916. Il faut
quand même rapidement évoquer les protagonistes. Alors donc, il y a Blondel, qui est un diplomate chevronné, qui, au moment où se déclenche le conflit mondial, est sur le point de prendre sa retraite. Un mois plus tard, en principe, en octobre 1914, il devait prendre sa retraite. Il va être maintenu à Bucarest pour différentes raisons. D'abord, premièrement, parce qu'il est protégé de Delcassé. Bon. Et pourquoi est-il protégé de Delcassé? Parce qu'il a fait ses études dans le même collège que lui. Vous voyez, parfois des souvenirs de jeunesse qui expliquent effectivement des destinées. Et Delcassé le protégeait, et donc il terminait sa carrière, je dirais, comme ministre de France à Bucarest, qui était le sommet en quelque sorte de sa carrière. Ce n'est pas quelqu'un qui avait occupé des postes d'ambassadeur extraordinaires. Il avait été chargé d'affaires, il avait quand même été affecté dans la plupart des ambassades importantes. Il avait été en poste à Londres, il avait été en poste à Berlin, il avait été dans différents postes, mais pas comme ambassadeur, comme secrétaire d'ambassade. Et en fait, il finissait sa carrière, il a été ministre donc, de France à Mexico, au Mexique, et nommé ensuite à Bucarest. Et il était déjà depuis 7 années en Roumanie quand la guerre a éclaté. Je dirais que il se plaisait beaucoup en Roumanie, que son rappel pour lui a été un coup assez dur à supporter. Je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il estimait qu'il était en quelque sorte désavoué. Puisque ça faisait 2 ans qu'il conduisait la politique française en Roumanie et qu'on lui se trouvait un successeur, vous voyez dans quelles conditions, il se trouvait un petit peu désavoué, mais il avait d'énormes contacts avec les personnalités roumaines, à tel point qu'il avait fini par marier sa fille à un préfet, un haut fonctionnaire roumain, et que lorsqu'il a quitté ses fonctions, il n'a pas fait ses valises pour regagner la France, il est resté en Roumanie, il est resté en Bucarest, puis il a accompagné, au moment de la déroute, il a accompagné la cour et le gouvernement à Jassy, et en fait, Saint-Hilaire, qui était un peu déconcerté par l'accueil qu'il lui avait réservé dans un premier temps, dira dans ses mémoires qu'il avait vraiment été un personnage qu'il avait soutenu en toute occasion et qu'il n'avait pas à se plaindre de son prédécesseur, parce que parfois ça arrive effectivement, il y a des tensions entre les titulaires d'un même poste. Le successeur estime que le prédécesseur, surtout quand il ne s'en va pas tout de suite, était un personnage bien embarrassant et bien gênant. Et puis celui qui était en fonction estime que le successeur ne connaît pas les dossiers, ce qui est évidemment normal quand on prend ses fonctions, et que par conséquent il ne sait pas conduire les négociations. Donc c'est effectivement un personnage qui a été qui n'avait peut-être pas le même caractère brillant que Saint-Hilaire, mais c'est quelqu'un qui connaissait très bien la Roumanie, qui connaissait très bien son personnel politique et que je connaissais peut-être un peu trop, parce que son genre dont j'ai parlé faisait partie des opposants, en quelque sorte, à Bretagne. Et que Vanneau se méfiait beaucoup des contacts que le ministre de France pouvait entretenir avec sa propre opposition, avec son opposition interne. Et je pense que ça ne l'a peut-être pas servi auprès du gouvernement roumain. Enfin, bon, ça c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vraisemblable d'après ce que l'on sait, d'après ce qui a été retrouvé dans la correspondance du gouvernement roumain. Alors les protagonistes, donc j'ai parlé du ministre des Affaires étrangères, donc Delcassé, Théodore, qui était l'artisan de l'entente cordiale, donc ancien camarade de lycée de Blondel qui l'a protégé, puis ensuite Aristide Briand, président du Conseil, qui le restera jusqu'en septembre de 1918 avec ce que je évoquais pour le cas roumain de l'appréciation assez médiocre qu'avait faite Saint-Hilaire quand il l'avait rencontré au moment de quitter la France pour gagner la Roumanie. Donc Jean-Camille Blondel, il était né en 1854, il nous dit qu'il était prêt sur le point de prendre sa retraite. Il a donc 60 ans, en fin de carrière. Bon, il est maintenu sur place en raison de sa connaissance de la Roumanie, mais on sent bien qu'il n'a pas l'enthousiasme je dirais, d'un jeune diplomate. Donc c'est un diplomate rassis qui va essayer de faire ce qu'il peut pour réaliser les ambitions de l'entente en Roumanie. Il faut dire aussi que le poste de Bucarest n'est pas un poste très ancien. La représentation diplomatique française
en Roumanie, elle ne date que de la fin du 19e siècle, elle date exactement de 1880, soit 2 années après le traité de Berlin, 1878, qui avait reconnu l'indépendance complète de la Roumanie. Et donc, on avait créé une représentation diplomatique française à Bucarest et une représentation diplomatique roumaine en France. Son principal interlocuteur, c'est le président du Conseil roumain, Ion Ciprianiu, qui occupera ses fonctions jusqu'en 1918. Alors après, c'est un personnage de premier plan. Il incarne véritablement ce qu'on peut appeler la classe politique roumaine. Son père était déjà le chef du Parti libéral roumain et le nouveau souverain, Ferdinand Ier, lui accordera une confiance qui ne se démentira pas jusqu'à la fin du conflit, et ce qui explique peut-être pourquoi la Roumanie est arrivée à la conférence de la paix avec finalement cette cohérence, quelque chose qui lui a permis d'obtenir des gains territoriaux non négligeables. Bătăliu était lui-même membre du Parti national libéral, il était devenu ministre, il avait occupé le poste de ministre des Travaux publics en 1897 et 1899, puis il avait été ministre de l'Intérieur en 1907 en 1908, et depuis 1909, il était à la tête du Parti national libéral et devient déjà à cette époque Premier ministre. Donc vous voyez, c'était vraiment une personnalité de premier plan. En arrière-plan, en revanche, le souverain. La couronne roumaine avait été confiée, vous le savez, à une famille allemande et une branche des Hohenzollern qui régnait donc sur la Roumanie depuis plus d'un quart de 30 ans, 35 ans, et qui naturellement avait toujours eu au début les yeux tournés, au moins sous le règne de Karol Ier, vers Berlin et vers Vienne. La Roumanie, comme on l'appelle dans la correspondance diplomatique française à l'époque, le vieux royaume, reposait sur l'union ancienne désormais des deux principautés de Moldavie et de Valachie, et en met, ce qu'on peut dire, ce qu'analyse en tout cas Blondel dans sa correspondance, c'est qu'en dépit de la révolte agraire de 1907, qui est une révolte assez forte et violente en Roumanie, le pays était entré dans la modernité avec la construction de routes, de ponts, de chemins de fer, et on peut dire que Bătăliu n'était pas étranger à cette politique de modernisation, si on peut appeler ça une modernisation, enfin bon, d'imitation en tout cas du modèle occidental, et la Roumanie avait connu un très fort développement. Mais sur le plan de la politique extérieure, la Roumanie penchait naturellement au début de la guerre vers la triplice, c'est-à-dire les empires centraux. Et le souverain, une partie de la classe politique, le parti conservateur notamment, se déclarait en faveur de la Triple Alliance, mais l'opinion roumaine, d'après l'analyse qu'en fait Blondel, était travaillée par la question nationale, c'est-à-dire depuis décennies, s'était développé dans le pays un mouvement visant à réunir au royaume toutes les populations roumanophones qui se trouvaient encore sous domination étrangère, et en premier lieu la Transylvanie. C'est pas un mystère, qui était à ce moment-là géré par l'Autriche-Hongrie, la double monarchie, mais également la Bessarabie, la Drobudja, et en fait la deuxième guerre balkanique de juin-juillet 1913, donc qui préfigure en quelque sorte le conflit des Balkans qui va éclater l'année suivante, qui va donner lieu à ce conflit européen, avait déjà permis à la Roumanie, qui était alliée à la Serbie et à la Grèce, de prendre possession d'une partie de la Drobudja. Cet épisode l'avait un peu éloigné de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne, mais pour synthétiser finalement la correspondance et l'évaluation faite par Blondel, la Roumanie était entourée de puissants voisins dont elle se méfiait terriblement, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne était déjà plus éloignée, mais on savait qu'elle soutenait évidemment très vivement la politique de Vienne, mais la Roumanie aspirait à regrouper toutes les populations roumanophones sous son nom. Et c'est pour ça que lorsque éclate la Première Guerre mondiale, la Roumanie va proclamer sa neutralité. Même si le roi, personnellement, était plutôt favorable à la Triple Alliance, l'opinion politique et les partis politiques étaient très très partagés. On le voit bien effectivement dans toute la correspondance de Blondel, il évoque effectivement le partage de l'opinion
mais qui très rapidement évolue en faveur de l'entente. Les ambitions allemandes inquiétaient autant que celles des Russes, et en revanche, pour Batanio, la neutralité s'imposait absolument. La mission confiée à Blondel consiste donc désormais à obtenir l'engagement de la Roumanie aux côtés de l'entente. Alors, je précise quand même que tout ça se fait par courrier, par correspondance, que Blondel n'est jamais revenu à Paris pour rencontrer ses homologues du Quai d'Orsay. Il n'a pas de contact particulier avec le président du Conseil, sauf peut-être avec une dette cassée si c'était à titre personnel. Mais je ne crois pas même qu'il y ait eu beaucoup de contacts. Il était là depuis déjà un certain nombre d'années à Bucarest, et on lui confie cette mission complémentaire en quelque sorte. Restez, ne quittez pas votre poste, vous resterez, et votre mission consiste à convaincre le président du Conseil roumain et le souverain d'entrer en guerre à côté de l'entente. Et c'est la mission qui va être celle c'est la mission qui lui est confiée. Et pendant 2 années, il va essayer d'obtenir un gain de cause dans un climat qui est évidemment très compliqué, puisque les représentants allemands et autrichiens à Bucarest s'efforcent d'entraîner le pays dans un sens tout à fait contraire, c'est-à-dire de les maintenir dans leur propre camp, ou à défaut d'obtenir une neutralité qui finalement arrange un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'au cours des 2 premiers mois, des premiers mois plutôt, de la guerre, eh bien, on voit que les représentants des 2 blocs jouent la carte de l'opinion publique. Le gouvernement roumain s'est déclaré neutre, et donc en fait c'est une question de propagande entre les 2 blocs, qui fait que on voit effectivement les partisans de la Triple Alliance en font faire entendre leur voix, et de la même façon que les partisans de l'engagement auprès de la Triple Entente, donc les empires centraux contre ce qu'on a appelé les Alliés en 1918. Et on voit très bien comment Blondel se rapproche, avait-il besoin de se rapprocher? Il y avait déjà des contacts avec eux. En tout cas, donne à certains hommes politiques roumains comme Filipescu, Tăcănescu, donc effectivement, essaie de leur donner dans la presse qui contrôle une certaine audience, alors qu'effectivement, de l'autre côté, le représentant allemand et le représentant autrichien s'efforcent effectivement de convaincre le gouvernement d'aller dans le sens inverse. C'est une situation assez complexe. Et on ressent bien dans cette correspondance la difficulté qu'il y a pour le représentant de la France, avec des moyens qui semblent assez limités au demeurant, pour faire contrepoids à l'influence allemande et autrichienne à Bucarest. Il dit par exemple, c'est assez intéressant, il constate que son homologue allemand dispose d'énormes moyens pour acheter les journaux, pour acheter les journalistes, pour acheter leurs plumes, et que... On parle même des sommes astronomiques qui ont été dépensées par l'Allemagne en propagande pour acheter ces journaux, et finalement lui-même qui fait la même chose, mais il le fait avec beaucoup moins de moyens, et il essaie d'obtenir effectivement que ses idées prévalent dans l'opinion publique en faveur de l'entente. Alors, il soutient... Alors, comment cette propagande s'exerce-t-elle? Eh bien, c'est essentiellement par des conférences dans les premiers mois de la guerre. Conférences de personnalités civiles, conférences données par des personnalités militaires, françaises, belges, si on peut, qui viennent participer à des commémorations en Roumanie, qui viennent faire entendre la position de leur pays. Alors, on parle notamment, il y a celle du député Georges Laurent, qui est un député belge, qui vient faire une tournée de conférences dans la capitale et dans les principales villes de Roumanie, ou alors lors du passage du général Pau en février 1915 à Bucarest. Alors toutes ces visites sont autant d'occasions et de manifestations patriotiques, parfois extrêmement bruyantes, c'est-à-dire qu'on va chercher le conférencier à la gare, on l'accompagne jusqu'à son hôtel, on applaudit, la foule est rassemblée, il sort, il salue la foule. Bon, ensuite il y a des banquets qui sont organisés, toute la ville est pavoisée, et on a le détail de ces visites organisées évidemment et soutenues par la légation de France pour faire en sorte que l'opinion roumaine soit tout à fait convaincue de la nécessité de s'engager auprès de l'entente. Il n'a, semble-t-il, pas trop de difficultés à le faire parce que l'opinion est assez réceptive, alors que du côté allemand, on sent bien que, même s'ils ne ménagent pas leur crédit, comme je l'ai dit, on sent bien que les moyens ne donnent pas les mêmes résultats. Alors,
le représentant allemand met l'accent sur les milieux militaires, sur les milieux universitaires, certains tout au moins, qui lui sont acquis, mais on sent que c'est quand même moins évident. Alors, Blondel soutient toutes ces conférences. On pourrait résumer cet épisode des premiers mois de la guerre par disant la guerre se livre dans la presse roumaine, évidemment. Mais pas uniquement roumaine, parce qu'en fait, en France, il existe un comité qui s'est créé, un comité des études, la Société des conférences, qui porte le sous-titre Propagande française chez les neutres, et qui est présidé par un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui n'est autre que Georges Lacour-Gaillet. Et ce comité, un comité roumain, est créé en janvier 1914, vous voyez, donc c'est tout à fait concomitant, et qui se démène auprès de l'opinion française afin de susciter parmi les intellectuels français des sympathies pour la Roumanie et pour faire connaître les revendications territoriales roumaines. Et en octobre 1914, vous voyez, c'est donc juste après la déclaration de guerre, le comité roumain adresse un manifeste aux intellectuels roumains et qui est accueilli avec faveur par ces derniers. Et une réponse sera adressée à la fin de l'année 14. Elle porte la signature de Filipescu, de Tecionescu, du président de l'Académie roumaine, Constantin Istrati, et de très nombreux universitaires roumains. Donc on a vraiment l'impression que là, effectivement, du côté des milieux universitaires, la triple entente a une caisse de résonance, en quelque sorte, et que, effectivement, l'opinion évolue. C'est du reste qu'explique Blondel dans sa correspondance, en raison effectivement des sympathies des intellectuels, de la classe intellectuelle, mais également des partis politiques roumains pour la triple entente, que finalement les opposants, et en particulier et puis le représentant de l'Allemagne et de l'Autriche, finalement arrivent à penser que plutôt que d'obtenir un engagement officiel de la Roumanie auprès de la Triple Alliance, il est préférable d'obtenir une neutralité, de maintenir cette neutralité et d'éviter effectivement qu'elle ne s'engage. Donc ils vont ensuite mettre l'accent sur effectivement le maintien de la neutralité. Alors, pour convaincre la Roumanie de rejoindre ce qu'on appellera les alliés par la suite, eh bien, les gouvernements ne ménagent pas leurs promesses. Promesses en avantages territoriaux. Effectivement, on promet à la Roumanie qu'elle va pouvoir récupérer les territoires peuplés par des Roumains et qu'elle n'administre pas encore, et qu'à la fin de la guerre, elle pourra évidemment les réunir. Et c'est vrai que c'est un argument qui porte auprès du gouvernement roumain. Mais, comme je vous le disais, Brătianu et les partisans de la neutralité sont persuadés que la Roumanie, elle, n'est pas encore prête pour affronter les forces ennemies. Et notamment les troupes allemandes qui se présentent en Transylvanie à côté des forces autrichiennes. L'armée roumaine a besoin d'équipement, elle manque de matériel, de munitions, mais également peut-être et surtout de formateurs, on verra par la suite, effectivement, c'était un point qui était très important. Et Brătianu se méfie en même temps des Bulgares, mais surtout, et plus que toute chose, il se méfie des Russes, dont la politique n'est pas exempte au demeurant d'ambiguïté, puisque finalement ils accordent aux Roumains la capacité de choisir la date de leur engagement. Ils leur disent, écoutez, vous choisirez le moment qui vous paraîtra le plus opportun pour entrer en guerre, tout en se plaignant auprès des gouvernements alliés de l'inaction roumaine. C'est-à-dire qu'il y a un peu un double discours. Et c'est vrai que, on voit bien dans la correspondance de Blondel que les yeux de Brătianu sont rivés en permanence sur Petrograd, et que le ministre de France doit consacrer une grande partie de ses entretiens avec le président du Conseil à apaiser les craintes de son interlocuteur qui se méfie et donc, je crois à juste titre, des ambitions russes. Ces derniers manient le chaud et le froid en permanence. Ils s'engagent à soutenir les revendications territoriales roumaines à la fin de la guerre, mais refusent, par exemple, d'envisager la cession de certains territoires, comme la capitale de la Bucovine, Cernăuți. Et le quai d'Orsay est souvent sollicité par Blondel pour intervenir à Petrograd, pour éviter une trop forte intransigeance de la Russie, qui donnerait évidemment de nouveaux arguments à Brătianu pour se dérober. De fait, le président du Conseil roumain n'attend qu'une chose, c'est que la balance penche de façon indiscutable en faveur de l'entente,
de façon à ce que les aspirations nationales roumaines puissent être satisfaites définitivement. Ce sera le leitmotiv de ces entretiens avec Blondel pendant des mois. Il ne veut pas s'engager imprudemment parce qu'il sent effectivement que son armée, l'armée roumaine, n'est pas suffisamment forte pour pouvoir affronter des forces aussi redoutables que celles de l'Allemagne. Et alors voilà l'essentiel du cadre de la négociation, dans lequel il faut ajouter également, dans ce jeu géostratégique, il faut ajouter également, par exemple, le rôle de l'Italie. C'est-à-dire que pendant longtemps, Bracciano a tenté de s'aligner sur la politique italienne, en disant, après tout, ils hésitent aussi à s'engager. Initialement, ils étaient du côté de la Triplice, finalement, ils évoluent. Mais quand, en mai 1915, finalement, l'Italie finit par se prononcer pour la triple entente, la Roumanie reste neutre. Alors là, c'est une descente de face absolument terrible pour le représentant de la France, qui se dit, on m'avait toujours promis qu'ils allaient faire la même chose que les Italiens, et puis maintenant que les Italiens ont choisi leur camp, la Roumanie reste neutre. Donc là, il est vraiment très très inquiet, et même, on peut dire, découragé. Et il accepte, pire, parce que la Roumanie accepte le passage sur son territoire de matériel de guerre destiné à la Turquie. Ce qui indispose naturellement les alliés, parce que la Turquie étant devenue hostile, donc on considère que ce n'est pas une neutralité totale. La Grande-Bretagne avait même proposé une intervention conjointe des alliés auprès de Bucarest afin de négocier cette convention politique dont Blondel ne cesse de parler, en contrepartie de laquelle tout transit de munitions devait cesser. Et les enchères montent comme ça, on les voit au cours des mois qui passent, et jusqu'en l'été 1915, quand finalement les Alliés finissent par consentir aux demandes de Bracciano, c'est-à-dire quand la Roumanie devra récupérer la Bucovine, la Transylvanie, le Banat, ainsi qu'une aide financière, du ravitaillement et du matériel de guerre. Rien n'y fait, la Roumanie reste neutre, et elle n'est pas tout à fait tort de le rester, puisqu'on verra qu'en dépit de toutes ces promesses, comme disait Saint-Hilaire, aucune ne s'est réalisée au moment où la Roumanie est rentrée en guerre, ce qui évidemment a entraîné cette déroute que j'ai évoquée tout à l'heure. Il n'en demeure pas moins que dans l'immédiat, l'attitude du président du Conseil roumain désespère Blondel, et on sent bien que dans sa correspondance, il est, comme je le disais, un peu désespéré. Alors il écrit un moment, Bracciano en quelque sorte, là c'est une citation, inoculé à tous ceux qui l'ont approché des doses plus ou moins virulentes de l'indolence qui le caractérisent. C'est pas très flatteur, évidemment, pour Bracciano, mais c'est le sentiment que le représentant de la France éprouve face à cet homme politique roumain qui refuse finalement toujours de s'engager et qui reporte sans cesse l'échéance. Il en est de même pour les Russes, qui sont extrêmement impatientés de cette décision roumaine reportée et qui le font savoir. Alors, paléologue à Petrograd, alors ça, on trouve ça dans la correspondance de Quai d'Orsay, rapporte le discours tenu par le ministre des Affaires étrangères russe au ministre de Roumanie, donc voilà, au même moment, au moment où Blondel vient d'écrire au Quai d'Orsay ce que je viens de vous lire, et il lui écrit, alors donc c'est le ministre russe qui parle, « Votre politique est sans dignité, je commence à croire qu'elle sera sans profit, vous deviendrez les vassaux de l'Autriche et tout le monde rira de vous. » Vous voyez que la correspondance diplomatique, c'est parfois être un peu violente. Bon. Mais, en dépit de ces critiques, l'attitude du président du Conseil roumain ne se modifie pas, en dépit de la promesse, qui est une nouvelle promesse qui est faite, du soutien du corps expéditionnaire franco-anglais qui est constitué sur le front oriental à Salonique. Là, ça va être effectivement l'élément qui va déclencher l'entrée en guerre de la Roumanie. On va lui dire, ne vous inquiétez pas, parce que quand vous allez rentrer en guerre, eh bien, ils vont venir à votre secours. D'un côté, vous avez le corps expéditionnaire franco-anglais qui va remonter et qui va vous défendre et vous protéger contre vos adversaires. Et puis, de l'autre côté, vous avez les Russes qui vont de la même façon vous protéger. En fait, ça ne va pas marcher du tout, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera, et c'est pour ça que la situation viendra effectivement très, très difficile. Dernier point qui évidemment provoque les grandes inquiétudes à Bucarest, c'est quand la Russie propose le passage d'une armée russe sur le territoire roumain. Et là, effectivement, c'est une autre difficulté qui est soulevée par les Russes. Et au moment où Blondel s'en va, les relations sont devenues extrêmement tendues.
les Roumains, les Russes même font courir le bruit que dans les journaux parisiens, parce qu'ils savent utiliser eux aussi les médias, hein, ils font courir le bruit dans les journaux parisiens que les Russes en fait empêchent la Roumanie d'accéder à l'Alliance par souci de se réconcilier avec les Bulgares. Et Sasonov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, qui ne va pas le rester très longtemps, avec la Révolution, s'étonne, et je cite, que les griefs hypocrites de M. Bratianu rencontrent depuis si longtemps en France une pareille créance. Voilà, donc ça c'est pour le ministère français des Affaires étrangères, qui est invité à faire régner l'ordre dans la presse parisienne. Mais évidemment, les mois continuent à s'écouler sans décision roumaine, et à la fin du mois d'avril, Paléologue suggère encore une démarche commune des Alliés pour rassurer Bratianu sur les intentions russes et l'obliger à cesser, je cite encore, son jeu d'atermoiement et de duplicité. Nous arrivons donc à la fin de l'épisode Blondel et donc à l'entrée en guerre de la Roumanie. Alors en fait, donc Blondel était là depuis déjà 7 ans en Roumanie, quand la guerre a éclaté. Sa position a été longtemps bien vue. Je veux dire que c'est un personnage, un diplomate sur lequel on avait confiance, mais on sent bien que dans le courant de l'année de 1916, sa position devient de plus en plus difficile. Et on s'en aperçoit dans la correspondance, alors qu'il est conservé à Paris, dès le mois de février. Dès février 1916, le Quai d'Orsay, dans des notes, dans des rapports, dans des... c'est pas dans un télégramme diplomatique, évidemment, à lui on ne dit rien, il est complètement isolé à Bucarest, mais on sent bien qu'on l'accuse de faiblesse, voire de mollesse à l'égard de Bratianu. Tandis que ce dernier n'est pas exempt de critique contre les relations qu'entretient le ministre de France à Bucarest avec ses propres opposants. Et dans une note de la fin de l'année 1915, on prenait déjà ces critiques. Bratianu affirmait en effet ne pouvoir confier aucun secret à Blondel parce que ce dernier ne savait pas les garder. Il racontait tout, disait-il, à Teclionesco. Et le soir même, Berlin et Vienne étaient informés. C'est une citation. Donc je vous disais, dès février 1916, le Quai d'Orsay envisage de modifier la représentation française en Roumanie. Le ministre, d'une part, donc Blondel, mais également la représentation militaire, que le général Pell considère comme nulle. C'est le terme qu'il emploie. Et il est décidé de sonder Bratianu en sous-main. C'est pour ça que quand Saint-Hilaire arrive et que Bratianu lui dit « Oh, j'ai appris que vous avez nommé, je ne savais pas que M. Blondel était relevé de ses fonctions », c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il avait quand même été sollicité en sous-main pour savoir comment il prendrait effectivement la chose. Il faut savoir aussi que Delcassé n'est plus aux affaires et qu'il a été remplacé par Philippe Berthelot. Alors, il n'a rien à voir avec le général Berthelot, je vous rassure tout de suite, c'est un personnage éminent du Quai d'Orsay, c'est lui qui conduit en fait la politique à Boutang-Bouillon. Et Berthelot n'aime pas Blondel, et donc par opposition à Deschanel. Vous savez, c'est pas qu'il n'aime pas Blondel, c'est qu'il déteste Deschanel, et comme Deschanel est le protecteur de Blondel, eh bien il faut que Blondel s'en aille. Alors la situation devient quand même très, très délicate, et après avoir sondé le président du Conseil roumain, eh bien on décide de monter, donc de nommer de nouveaux représentants en Roumanie, avec du reste, c'est assez intéressant de voir dans la correspondance diplomatique, on envisage qu'ils passeront par Londres, par Petrograd. Alors évidemment parce que c'est très difficile de rejoindre la Roumanie directement, mais surtout pour prendre des informations dans les deux capitales. Et essayer de s'informer, d'être tenu informé des événements de la politique internationale, donc d'enrichir leur documentation et leur information. Et ce n'est qu'à, ça c'est le secret diplomatique et en même temps un petit peu, c'est toujours cet aspect un peu négatif des relations diplomatiques, on attendra que la mission soit arrivée à Petrograd pour lui donner son caractère officiel. C'est-à-dire qu'on envoie pour l'instant des représentants officieux qui s'informent et puis on découvre une fois qu'ils seront à Petrograd, qu'ils sont en fait destinés à remplacer la représentation diplomatique française à Bucarest. Et seul sera conservé, on décide de conserver qu'un seul agent, vous voyez, donc une table rase de la représentation diplomatique française, un seul agent sera conservé, c'est Gaillard-Lacombe, qui est qualifié d'agent excellent, de tact et d'influence,
qui restera le plus utile collaborateur du nouveau ministre. Ce qui va donner le coup de grâce à Blondel, c'est le nouvel accord commercial conclu entre la Roumanie et l'Allemagne, puisque pour l'achat de céréales. Déjà, en février 1916, un contrat avait été signé entre les deux pays pour l'acquisition par l'Allemagne de 150 000 wagons de céréales. Le ministère, alors en avril, les choses se renouvellent. Alors là, le ministère tente Blondel d'importance pour ne pas avoir signalé les négociations de ce nouvel accord commercial, qui est annoncé à l'opinion française par un journal français, Le Temps, qui est un organe pratiquement officiel, et qui annonce dans son numéro du 14 avril la négociation de cet accord. Alors Blondel doit se défendre, il se défendra bien en disant j'ai envoyé un télégramme pour vous prévenir, et finalement personne ne l'avait lu, il était resté dans une pile, on ne sait pas. Blondel se défend, et évidemment il court voir Bratagnot pour lui dire écoutez, voilà, c'est catastrophique l'effet que produit cet accord, et Bratagnot lui répond oui, mais ce sont des accords sans importance, ils ne sont destinés qu'à endormir la méfiance allemande. Mais il n'en demeure pas moins que là, la décision de renvoyer Blondel est prise à ce moment-là. Et intervient un jeune diplomate, alors ça c'est des découvertes qu'on fait dans les volumes des affaires étrangères, un secrétaire d'ambassade qui est du reste engagé sur le front, qui s'appelle André Tardieu, qui est pressenti, ou qui se propose, c'est peut-être encore mieux, de remplacer Blondel à Bucarest. Et on trouve une note du 15 avril 1916 dans laquelle il indique que la situation de Blondel à Bucarest est ébranlée, on comprend puisque ça fait déjà des mois qu'on parle de son remplacement, et qu'il entretient des relations difficiles avec ses collègues anglais et russes, ce qui n'est pas tout à fait faux. Je crois qu'à la fin, effectivement, les relations entre les représentants de l'entente à Bucarest n'étaient pas effectivement très très bonnes. Je cite, il y a trop longtemps qu'il est à Bucarest. Et le mariage de sa fille le place dans une position fausse. Donc on vient toujours à ce mariage de la fille de Blondel avec ce haut fonctionnaire roumain qui lui sera reproché, y compris par Bratignolles. Tardieu, c'est un homme politique. Il est député, député de la Seine-et-Loise. Il a été incorporé avec le grade de capitaine et il paraît aux yeux des responsables du Quai d'Orsay comme la personne idéale pour occuper le poste, d'autant que le maréchal Joffre se montre très favorable à son envoi en Roumanie. Donc l'affaire est pratiquement conclue. La correspondance du Quai d'Orsay contient même un projet de décret de nomination Tardieu à Bucarest. L'affaire est tout à fait pratiquement réglée. Paris estime au demeurant, comme je le dis, que les collègues de Blondel à Bucarest sont tout aussi usés que Blondel. Les efforts qu'ils ont faits ont diminué beaucoup leur influence, et on peut le comprendre effectivement pour ces diplomates qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas pu obtenir l'engagement officiel de la Roumanie. Plus grave, leur unité d'action est désormais compromise en raison des brouilles qui les divisent. Il en est de même pour les attachés militaires. Donc effectivement, il n'y a pas de front uni de l'entente à Bucarest, c'est moins qu'on puisse dire. On considère que Blondel n'a pas d'autorité morale. Quant à l'attaché militaire, il est qualifié d'intelligent et laborieux, ce qui n'est pas un compliment dans le langage diplomatique, mais il n'a pas de sens critique ni action personnelle. Donc le Quai d'Orsay estime qu'il n'est pas question d'envoyer à Bucarest un diplomate. Alors oui, le Quai d'Orsay estime qu'il n'est pas question d'envoyer à Bucarest un diplomate flamboyant, parce qu'il risquerait d'indisposer d'une part le président du Conseil roumain, et en même temps de provoquer une réaction allemande. En revanche, là pour l'attaché militaire, on songe au duc de Luynes, parce qu'il connaît la reine Marie. Et le duc de Luynes fera effectivement partie de la suite du comte de Saint-Hilaire quand il partira à Bucarest. À la fin du mois d'avril, vous voyez, le terme se rapproche, Tardieu enfonce le clou et se désole de la perte d'audience à Bucarest du parti interventionniste en raison, dit-il, de l'absence dans la capitale roumaine d'un représentant dynamique de l'entente, c'est-à-dire qu'on pense évidemment à lui. Bon. Il ajoute que Blondel est malade, je n'ai pas eu d'autres informations sur la maladie de Blondel, et qu'il ne voit plus Bratignolles. Bon, en fait, ce n'est pas Tardieu qui va être nommé en Roumanie, mais un diplomate, le comte de Saint-Hilaire, qui est rappelé du Maroc, où il était affecté auprès de Lyautey. Alors, dans ses mémoires, Saint-Hilaire rapporte les conditions de son entretien avec Briand, je vous dis, une table aussi vite que sa tête l'était d'idées, son passage à Londres. Alors là, on reprend
le schéma qui avait été annoncé, qui avait été précisé plusieurs fois plus tôt. Il part à Londres, il part à Pétrograd. À Pétrograd, alors à Londres, on lui dit, mais écoutez mon pauvre ami, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Blondel est en train de négocier une convention qui va être signée en quelques jours. Cambon, qui est en poste, lui dit, écoutez, bon, est-ce que vraiment c'est utile? Bon, il continue, il arrive à Pétrograd, et puis finalement, il arrive à Bucarest, et là, lorsqu'il arrive à Bucarest, Blondel lui dit, mais que venez-vous faire ici? Blondel n'est pas officiellement prévu qu'il ait relevé. Que venez-vous faire ici? Bon, ben, si vous venez prendre la succession, ben, il est très embarrassé. Il lui dit, mais attendez, moi je vais signer la convention, le traité d'alliance dans quelques heures ou quelques jours avec le président du Conseil. Alors, soit vous paraîtrez comme celui qui vient profiter du travail de son prédécesseur, ça vous aidera pas, soit au contraire, vous ne pourrez pas le signer parce que ça sera retardé d'autant. Alors, il installe dans un hôtel à Bucarest, il le cloître, pratiquement, il ne voit personne en 8 jours, parce que tous les jours, il lui annonce qu'il va signer, il va signer, il va signer. Mais Bratiano, qui lui est parfaitement au courant des intentions du gouvernement français en ce qui concerne la représentation diplomatique, va pas évidemment signer le moindre traité. Et alors, au bout de 10 jours, Saint-Hilaire va à la délégation, il rencontre Blondel, il lui dit, écoutez, là maintenant il faut qu'on rende des instructions officielles au Quai d'Orsay, que doit-on faire? Et évidemment, le Quai d'Orsay répond, transmettez à Saint-Hilaire la responsabilité du service et prenez congé. Évidemment, coup dur pour Blondel, mais qui doit évidemment se plier, et donc, finalement, qui va quitter ses fonctions, remettre la légation à Saint-Hilaire, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne quitte pas Bucarest, il va s'installer ni la Roumanie, il s'installe chez sa fille et son gendre, et puis ensuite il suivra donc le gouvernement roumain dans son exil, son départ pour Jassy lorsque les Allemands occuperont la capitale. Le 17 août 1916 était signé à Bucarest le traité d'alliance et la convention militaire entre la Roumanie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie. Donc cette signature que Blondel avait poursuivie vainement pendant plusieurs années et qui a été signée donc quelques mois après son départ. Alors je dois dire effectivement c'est une destinée assez tragique, je dirais tragique sur le plan de la carrière de Blondel, parce que effectivement il avait pendant des mois et des mois fait le siège du gouvernement roumain, des souverains, de la cour, des hommes politiques pour que cet engagement soit pris, que pendant des mois et des mois on lui avait fait sans cesse espérer une signature mais qui ne venait jamais, et que le traité a été signé quelques semaines après qu'il ait été obligé de remettre le service de l'ambassade à Saint-Hilaire. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint-Hilaire a écrit des mémoires. Je vous invite à les lire pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des relations franco-roumaines, parce que c'est extrêmement intéressant. On y voit effectivement le regard d'un diplomate qui, sans complaisance, alors, il faut dire que Saint-Hilaire a écrit ses mémoires bien longtemps après la guerre, la Première Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, sa vision effectivement des événements est, je dirais peut-être pas faussée, mais éclairée par les événements qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale et le sort de la Roumanie auquel il s'était toujours intéressé en raison des fonctions qu'il y avait occupées. Et effectivement, pour lui, l'adversaire principal de la Roumanie, c'était pas l'Allemagne, c'était pas l'Autriche, c'était la Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque. Et on voit bien dans cette correspondance, dans ses mémoires, hein, qui sont extrêmement intéressants à lire, on voit bien effectivement comment il raconte, quand il raconte effectivement la situation du gouvernement roumain à Jassy, qui est menacé par une armée russe d'occupation plus ou moins, mais qui n'a pas encore ce titre, qui est encore allié, mais qui occupe effectivement et qui est en pleine débandade, hein, avec les soviets qui sont triomphants, les coups qu'on prépare contre le palais, alors le général Berthelot envoie des troupes pour empêcher qu'on envahisse le palais pour faire un mauvais sort au souverain, au président du Conseil. Bon, une atmosphère absolument déliquescente. On voit bien effectivement
que la politique, dans des conditions de très grande misère au demeurant. Donc, il faut savoir que cet épisode fait partie des années noires de la Roumanie, avec véritablement un châssis entre les bombardements allemands, la misère entraînée par l'absence de ravitaillement, les épidémies de typhus qui ont fait des dizaines de milliers de victimes à cette époque dans la population roumaine. Il faut voir, évidemment, c'est une apocalypse, pratiquement que décrit Saint-Hilaire, mais une apocalypse qui est évitée par le fait que, entre les différents acteurs, il y a cette permanence, cette cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement, entre le souverain, le président du Conseil et les représentants de l'entente, notamment Saint-Hilaire, il n'y a pas, effectivement, il y a cette permanence complète d'idées, cette cohérence d'idées qui fait qu'effectivement, et d'intervention, et Gérard Berthelot, évidemment, qui joue un rôle considérable à cette époque, et que effectivement c'est ainsi que la Roumanie pourra sortir de la guerre et pourra sortir dans le corps des vainqueurs. Je vous remercie. Il y a 2-3 jours, j'ai eu une conversation assez longue avec le directeur du magazine historique de Bucarest, qui a vu publier votre résumé de la maison roumaine dans le magazine historique et qui me posait la question: comment pourrais-je arriver à avoir le texte du professeur Pascal Evin? Voilà. Je comprends aussi le grand regret du professeur Jean-Claude Dubois, le neveu du général Berthelot, de ne pas avoir pu être à cette conférence. Oui, je voudrais savoir où peut-on trouver les mémoires de Monsieur de Saint-Hilaire. Alors l'ouvrage a été publié en 1953, donc il est un peu ancien maintenant. Hein. Géré dans les bonnes bibliothèques classiques, j'aurais pu vous l'apporter, mais il est quand même assez épais. Hein. C'est pas un mince volume. Hein. Saint-Hilaire a beaucoup écrit sur sa carrière. Vous l'avez aux archives diplomatiques en tout cas, donc à la Courneuve. Mais je précise que les archives diplomatiques sont ouvertes à tout le monde. On peut y consulter. Je veux dire, c'est pas du tout. C'est vrai que ça ressemble à une citadelle quand on arrive à la Courneuve et qu'on rentre dans le sas de sécurité. Bon, on se dit, mais où suis-je arrivé? Mais je vous rassure, une fois que vous avez franchi les archives diplomatiques sont ouvertes, comme toutes les archives en France, à tous les citoyens, français et étrangers, sans condition. Donc il n'y a pas ni condition d'âge, ni condition de nationalité, donc on peut les consulter. Et il y a surtout au Quai d'Orsay, enfin à Courneuve, une très belle bibliothèque, puisque le Quai d'Orsay a vraiment une bibliothèque absolument superbe, donc plusieurs centaines de milliers d'ouvrages sur les relations internationales. C'est vraiment l'endroit où on peut trouver vraiment tout ce dont on a besoin, y compris des publications étrangères qu'on ne trouve pas ailleurs, pas en France. Mais sinon, vous le trouverez dans les bibliothèques, la Bibliothèque nationale, vous le trouvez aussi, je pense, dans un certain nombre de bibliothèques parisiennes. Je ne sais pas. Ma question est peut-être un peu hors sujet, si vous voulez. Mais si vous avez consulté la suite des documents diplomatiques, je voudrais savoir, éventuellement, si vous pouvez nous dire, quelles ont été les complications diplomatiques au moment du congrès de Versailles. Et comment a penché la balance du côté roumain, alors qu'il avait certainement des positions contradictoires entre Clemenceau, Wilson et les Anglais surtout, qui voulaient... enfin, d'après ce que je peux savoir, ne voulait pas tellement accorder à la Roumanie l'intégralité de ses exigences. Vous avez tout à fait raison, et j'avais évoqué du reste à Sibiu, cet aspect des choses, parce que là c'est une intervention beaucoup plus générale, parce que le paradoxe était finalement que cette Roumanie réduite en 1917 à une petite partie du pays dans des conditions que j'ai évoquées qui étaient quand même assez dramatiques, et puis finalement à la conférence de la paix faire prévaloir ses vues et sortir de la guerre avec un gain territorial considérable, puisque pratiquement la superficie du pays a été multipliée par 2, ainsi que sa population. Et donc on se disait, mais que finalement, ce qui explique que la Roumanie s'en soit si bien sortie, alors qu'on pouvait s'interroger, et que pendant longtemps on a même évoqué un programme entre la Russie, qui n'était pas encore tout à fait soviétique,
et l'Allemagne pour se partager carrément la Roumanie. Donc on vous dit, mais comment ont-ils réussi? Eh bien, alors, vous avez tout à fait raison, la Roumanie, vaincue, signe un armistice. Cet armistice n'a jamais été ratifié. Il n'a pas été reconnu par les puissances de l'entente, qui ont estimé que la Roumanie avait signé l'armistice parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, c'était une condition de survie, mais que, en fait, elle n'était pas, je dirais, que c'était pas une renonciation à l'alliance qu'elle avait contractée en mai 1916. Et du reste, l'armistice signé, le Saint-Hilaire le dit dans ses mémoires, mais la correspondance diplomatique confirme complètement, la France n'a eu de cesse d'obtenir de la Roumanie qu'elle re-rentre dans la guerre. Et elle le fera. Donc tout à fait, au moment où les opérations militaires s'achèvent sur le front occidental, elles repartent, et là la Roumanie déclare la guerre de nouveau. Et là, avec une armée qui a été formée, qui est beaucoup plus structurée, et par tout le travail qui a été fait par Berthelot, eh bien, elle récupère, et au moment de la débandade évidemment des troupes allemandes et autrichiennes, elle s'empare de la Transylvanie et ira jusqu'à Budapest. Donc, alors, les Alliés reconnaissent la Roumanie comme étant un partenaire, comme ils l'avaient promis. Et ils lui promettent des agrandissements territoriaux non négligeables, parce que, effectivement, personne ne remet en cause la Transylvanie, la Dobroudja, et même une partie de la Bucovine. Reste, effectivement, il y a vraiment une négociation concernant les territoires, effectivement, dont la Russie a occupé, que l'armée russe occupait. Parce que, évidemment, pendant très longtemps, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie n'ont pas voulu contrarier leur allié russe. C'était une triple entente, une quadruple entente, bien sûr. Et donc il fallait ménager l'allié russe. Et dans cette partie, il était bien clair que la Russie voulait s'implanter durablement, comme elle avait essayé de le faire précédemment. À partir de ce moment-là, lorsque la révolution éclate, lorsque la paix est signée entre l'armistice de Brest-Litovsk, entre l'Allemagne et la Russie, la situation ne se dégrade pas absolument, immédiatement, dans la partie qu'occupent les troupes russes en Roumanie. C'est-à-dire que c'est des désagrégations assez lentes, et on maintient quand même la fiction d'une alliance. À partir du moment où il est clair que les soviets l'ont emporté, à ce moment-là, il y a une réaction qui se produit dans le sud de la Russie. Vous savez, ces les Russes blancs, qui vont essayer effectivement pendant plusieurs années même de contrecarrer le gouvernement bolchevique. Et par conséquent, pour les appâter en quelque sorte, pour ne pas les désespérer, à la conférence de la paix, on hésite à leur céder certains territoires que la Roumanie revendique. Et c'est pour la raison du reste pour laquelle Bațaniu sera à un moment très hésitant à participer à la conférence de la paix, parce qu'il se dit, mais finalement, est-ce que je ne vais pas me faire avoir, en quelque sorte, pour parler communément. Et finalement, c'est l'effondrement des troupes russes blancs en 1919 qui convainc les grands, donc Wilson, le Georges Clemenceau, Orlando pour l'Italie, que là, évidemment, il n'y a plus rien à espérer du côté russe et qu'on peut donner satisfaction entière à la Roumanie. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve à la conférence de la paix dans des conditions particulièrement favorables. En quelque sorte, c'est l'effondrement des Russes blancs qui va débloquer la situation. Je crois que Brătianu, il était aussi un peu chagriné du fait que les engagements, quand la Roumanie est entrée en guerre, c'était pour tout le Banat. Et finalement, la Roumanie n'a reçu que la moitié du Banat, et à ce moment-là, Brătianu s'est retiré. Il a été remplacé à cause du Banat, pas à cause de... Et est-ce que vous avez... au niveau de la Bucovine, je suis un peu étonné. Est-ce que la Roumanie, il y a eu des problèmes seulement pour une partie de la Bucovine? Je ne crois pas. En tout cas, une chose certaine, c'est que les Russes blancs étaient occupés. Ah oui, bien sûr. Là, et qu'on aurait espéré aussi autrichienne. Que s'ils pouvaient maintenir leur offensive contre les soviets, ils garderaient une partie de ces territoires. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise immédiatement. Et à partir du moment où eux-mêmes ont été défaits, et bien à ce moment-là, la conférence de la paix a donné satisfaction entière
en complète satisfaction la Roumanie. Alors, je dois dire qu'il... détaille, oui. la moitié Oui. Alors, oui, mais elle n'a pas obtenu tout à fait ce qu'elle voulait. Alors, j'ajouterai simplement une chose, c'est qu'il existe au Quai d'Orsay une correspondance que je n'ai pas pu voir. C'est les archives de la conférence de la paix. Parce que ces archives ont été pendant la guerre, dernière guerre mondiale, ont été emportées par les Allemands. Et elles ont été emportées, les archives, vraiment c'est des dossiers qui étaient très sensibles pour eux. Alors ils n'ont pas tout emporté, mais ils ont emporté une partie des choses. On en a récupéré beaucoup, mais les archives de la conférence de la paix, malheureusement, elles avaient été transportées à Berlin, puis de Berlin, pendant les bombardements de Berlin, elles ont été transportées dans les territoires de l'Est, et on les a retrouvées, les archives de la conférence, à Varsovie, dans un immeuble qui brûlait. Alors ces archives, elles sont calcinées. Mais le problème du papier, quand on le fait brûler, c'est qu'il brûle très mal, sauf si on le... Une liasse de papier, elle brûle pratiquement pas. Alors, les bords se calcinent, mais le cœur du papier ne brûle pas. Alors, dans un document, le cœur du texte, alors parfois il manque plus de lignes en bas ou un petit peu sur le côté, mais ces documents n'étaient pas perdus. C'est pour ça qu'on les a gardés pendant 50 ans, 60 ans, dans des cartons, mais sans les communiquer, parce qu'ils étaient quand même très, très friables. Et on a entrepris la restauration de ces documents il y a 3 ans, 3-4 ans. Et mais ça coûte très cher. Je vais vous dire que ça coûte très cher. Et quand je suis allé consulter les archives de la correspondance politique Roumanie, j'ai demandé à voir ces archives. On m'a dit non, elles ne sont pas encore prêtes, elles sont en cours de restauration, mais bientôt vous allez pouvoir les consulter. Donc j'espère que dans quelques semaines, je pourrai avoir accès à ces dossiers. Or, c'est très intéressant ces archives de la conférence de la paix, parce que elles contiennent toute la correspondance, des représentations, délégations, en quelque sorte, des États auprès de la conférence. C'est-à-dire tous les mémoires, les rapports qu'on envoie pour justifier effectivement telle position, ou au contraire, vous pouvez obtenir que la conférence n'adopte pas telle position. C'est excessivement riche. On a fait le constat pour les archives de la Géorgie notamment. On a retrouvé tous les mémoires qui avaient été envoyés à la conférence de la paix, au secrétariat de la conférence de la paix, et qui ont été conservés avec la signature des délégués. Et pour la Roumanie, alors je ne les ai pas vues, c'est pour ça que je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je sais qu'elles existent et qu'elles sont en cours de restauration. Donc bientôt, ces documents devraient être mis à disposition du public, et j'espère qu'on pourra découvrir des choses intéressantes. Et sur cet épisode qui est quand même assez fondamental, puisque c'est lui qui va déterminer l'histoire de l'Europe pendant l'entre-deux-guerres, et ce qui explique effectivement les décisions qui ont été prises en faveur de tel ou tel pays. Clémenceau n'était pas tellement favorable à la Roumanie, je crois, et la reine de Roumanie est venue à Versailles. Alors, avec Berthelot. Oui. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Clémenceau était partagé, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il était favorable à la Roumanie, il était quand même favorable à ce qu'on appelait les nationalités. C'est-à-dire qu'il estimait quand même normal, il a beaucoup milité en ce sens, pour que les territoires peuplés, je parle de Roumains, se retrouvent en Roumanie. Pour lui, c'était assez évident. Mais on ne peut pas dire qu'il avait une grande sympathie pour les monarchies. Il était très hostile à la monarchie autrichienne. C'est lui qui a provoqué la disparition de l'Empire autrichien. Ça, c'est lui. On sait que c'est lui qui l'a vraiment pratiquement imposé. Et vis-à-vis de la Roumanie, alors, il y a sans doute des choses encore à découvrir. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir. Je sais que c'est une personnalité très complexe que celle de Clémenceau. En France, on perd la victoire, ça c'est incontestable. Mais c'est vrai qu'en politique étrangère, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Et on voit surtout que dans les liasses que moi j'ai consultées sur la conférence de la paix, on s'aperçoit aussi que c'est une négociation permanente entre les 4 grands, entre les Américains, Wilson, c'est presque un... Comment dire, il n'a pas une vision vraiment... Il ne connaît pas la situation de ces États.
lui, il a presque une vision religieuse, en quelque sorte. Hein, donc, l'humanité, des choses comme ça. Mais on ne sent pas chez Wilson une connaissance véritable des pays qui sont concernés. Et des enjeux stratégiques qui se... Bon. La Grande-Bretagne avait sa politique qui a toujours été la même, qui était quand même très, très personnelle. Et la France n'envisageait finalement dans la restructuration des États européens, elle ne voyait dans cet espace d'Europe centrale uniquement la possibilité d'avoir une alliance de revers pour se protéger contre l'Allemagne ultérieurement. Donc c'est pour ça qu'elle a encouragé une conclusion de contact et de solidarité avec la Pologne, entre la Tchécoslovaquie et la Roumanie, parce qu'évidemment elle considérait que c'était autant d'adversaires pour créer un deuxième front éventuel contre l'Allemagne en cas de conflit, bon, sans que ça fonctionne aussi bien du reste qu'elle espérait. Donc en fait, c'est très complexe cette négociation de la conférence de la paix. Mais il est certain que la France n'avait pas forcément toujours l'a pas emporté systématiquement, loin de là. Loin de là. Mais Clemenceau a joué un tel rôle, je disais que c'est de lui qui a dépendu en quelque sorte. Oui, parce que la décision finale, disparition de l'Empire austro-hongrois, c'est clair. Ça, c'est absolument évident. Quand l'empereur Charles a commencé à vouloir négocier la paix, c'était une porte de sortie pour arrêter la guerre. Bon, il a refusé de l'écouter. Il n'a pas donné suite aux contacts qui avaient été établis. Il les a toujours rejetés. Il ne voulait plus. Il voulait vraiment que la monarchie des Habsbourg disparaissent. Donc il a tenu gain de cause. C'était pour lui un principe qui n'était pas négociable. Wilson, c'était son allié dans cette approche. Oui, mais Wilson, lui, avait la même vision, mais lui, c'était une vision qui est bien plus éthérée, en quelque sorte. C'est difficile à expliquer, mais Wilson avait une vision très, très lointaine des choses, évidemment, parce que bon, il voyait ça des États-Unis. J'ai lu, je ne me rappelle plus où exactement, mais il paraît, si c'est vrai ce que j'ai lu, qu'à la conférence de la paix, ou dans une discussion, Wilson aurait demandé, mais écoutez monsieur, expliquez-moi où se trouve ce village Banat que vous vous disputez tellement, mais à propos des connaissances géographiques des Américains. Ben voilà, c'est exactement l'illustration, c'est que pour lui tout ça c'était des querelles sans importance, parce qu'on se disputait à un village ou quoi que ce soit, il n'avait pas la connaissance véritable du pays. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors ce qui fait qu'il était amené à prendre des décisions qui étaient finalement un peu éloignées de la réalité. Et les Français ont fini par accepter un certain nombre de choses aussi, parce qu'il fallait quand même garder l'unité des alliés, parce qu'il fallait quand même il fallait que tout le monde soit satisfait, il ne fallait pas qu'on ait l'impression d'avoir... Mais on comprend que Bratagneux a démissionné un moment parce qu'il n'était pas content, mais il n'a pas été le seul. Beaucoup ont été déçus par la conférence de la paix. Mais je crois, est-ce qu'on peut parler de la France comme ça, les Français? Il y a tout de même une différence entre Berthelot et peut-être oui, mais je crois qu'effectivement, c'est bien ça en fait. La différence, c'est que les Roumains avaient fini par absorber les représentants français qui vivaient sur place, et comme je l'ai dit, qui n'avaient pas forcément des instructions immédiates, et qui véritablement étaient devenus plus roumains que les Roumains. Du reste, c'était le reproche qui a été fait par un général russe à Berthelot, quand il est allé le voir, et il lui a dit « Vous êtes plus roumains que les Roumains ». Et Berthelot lui a répondu « Non, je suis français », et là, en l'occurrence, les intérêts de la Roumanie et ceux de la France sont les mêmes. Voilà. Ça, c'était une fameuse réponse de Berthelot, parce que on sentait bien que s'il n'y avait pas eu ensuite Saint-Olaire, Berthelot et un certain nombre de personnalités qui étaient intervenues à la conférence de la paix, la position de la Roumanie n'aurait pas été aussi avantageuse. Moi, je trouve personnellement que la valeur de ce que le comte de Saint-Olaire dit dans son livre, c'est qu'il commence par dire « J'ai écrit ce livre pour mes petits-fils ». Oui. Donc, ce n'est pas du politically correct. C'est vraiment... Georges, un peu plus fort. Oui, ce n'est pas du politiquement correct. Oui. Il a écrit ça pas pour le public, pas pour les historiens, il a écrit ça pour ses petits-fils. Donc, d'où la valeur, parce que ce n'est pas un texte qui a été censuré ou
toiletté ou je ne sais vrai. pas quoi. Mais en même temps, comme vous venez de le dire, il a écrit ça. La même chose est valable. Oui. Le général Berthelot a écrit des lettres à sa sœur. Et de nouveau, ce n'est pas du politiquement correct. C'est quelqu'un qui écrit à sa sœur. Ce sont des lettres claires. Il y a plein de chaleur. Et donc, c'est pour ça que ces deux textes ont une valeur plus qu'un texte officiel, historique, ou ainsi de suite. Ce ne sont pas des documents. Ce sont des simili-documents, comme vous voulez les appeler. Alors, je vais vous répondre oui et non. Parce que c'est effectivement des documents que... Vous êtes historien, moi je ne suis pas. Non, mais je veux dire, c'est un matériel historique très important que les souvenirs de Saint-Hilaire. C'est-à-dire que si on avait les souvenirs de Blondel, j'aurais été très content parce que ça aurait permis effectivement de mieux comprendre encore les choses. Mais à la fois, vous avez tout à fait raison, Saint-Hilaire n'est pas du tout politiquement correct dans ses écrits. Et il est très critique sur le fonctionnement de l'entente. Quand il est à Jassy, auprès du gouvernement roumain, et qu'on manque de tout, de poids, il fait moins 30 degrés, ça, c'est dans des conditions qui sont absolument épouvantables, que les hôpitaux sont remplis de malades qui meurent sans médicaments, enfin, c'est apocalyptique. Et il dit, mais c'est invraisemblable que le gouvernement n'entende pas notre voix. Et il le dira même, ça revient plusieurs fois dans son livre, il dit le gouvernement français, comme le gouvernement anglais, était aveuglé par la révolution russe. Et ils étaient persuadés qu'il ne fallait pas décourager des alliés, parce que la révolution russe allait être comme la révolution française. Et que par conséquent, l'humanité en tirerait de très grands avantages. Et donc il est très critique. Il dit, mais on ne nous donne pas d'instructions, on ne nous donne pas de Saint-Hilaire a dit ça. Oui. Et Saint-Hilaire se plaint parce que il dit le matériel que la France envoyait pour aider la Roumanie était retenu par les Russes à leur profit. Il le dit, il l'écrit. Donc c'est en partie, oui, en partie. Mais il explique tout ça. Donc il est très critique sur le gouvernement français. Et je pense qu'il était très critique à l'égard de la politique de Briand. Donc, quand il dit qu'il avait la tête vide, comme son bureau était vide de dossiers, c'est pas un compliment. Donc, je veux dire qu'on sent bien qu'il est vraiment même opposant donc, à la politique qui a été conduite, parce qu'il disait, finalement, on a poussé la Roumanie à la guerre en disant il faut absolument que vous engagiez. Puis après, une fois que la guerre a été déclarée, personne n'était là pour l'aider. Donc, elle a connu une période absolument misérable. Et parce que le gouvernement anglais, le gouvernement français étaient persuadés que la Russie allait se reconstruire et qu'elle allait ensuite faciliter le règlement de l'humanité et que la Roumanie en profiterait. C'est ce qu'il dit, évidemment. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour ça je dis oui et non, parce qu'en même temps, il écrit pour ses petits-fils, par conséquent, il a tendance à valoriser l'action qu'il a pu mener, en disant, oui, dans des conditions dramatiques, j'étais amené à faire ci, à sauver la Roumanie, le roi, la reine, alors que c'est là que c'est intéressant pour l'historien de faire l'état des lieux en comparant les souvenirs d'un diplomate, un grand diplomate, Saint-Hilaire était un grand diplomate, avec la réalité de la correspondance. Alors là, ça c'est un travail qu'il faudra faire, mais c'est vraiment un travail très intéressant de voir comment, effectivement, ces souvenirs correspondent avec la réalité de ce qu'il a écrit et de ce qui est conservé. Alors là, on aura du reste deux sources complémentaires, la correspondance du Quai d'Orsay et les archives de l'ambassade, puisque les archives de l'ambassade, à partir de l'arrivée de Saint-Hilaire, elles ont été conservées. Et sont un an. Et c'est ça qui consisterait c'est un travail qui serait absolument très intéressant pour les historiens. C'est ce que disait Georges, vas-y, parce que j'ai voulu simplement faire ce commentaire, ce que tu viens de dire est intéressant, parce que dans les mémoires du général Berthelot, sont justement publiées ces lettres, ou une partie de ces lettres qu'il a adressées à sa belle-sœur. Il envoyait des officiers entre Jassy et Mourmansk pour donner un pourboire au chef de gare pour débloquer le matériel. Alors, ce sont des Russes qui ont fait ça. À part ça, en 1877, guerre d'indépendance, les Roumains ont traversé le Danube, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la bataille contre les Turcs. Les Russes n'ont pas traversé le Danube.
les Russes étaient entre Bucarest et le Danube, ils pillaient la munition et la nourriture qui devaient aller aux soldats. Parce que la politique russe était de dire, les Turcs ont vaincu les Roumains, il faut qu'on reste en Roumanie pour les protéger. C'était la politique russe tsariste. La protection russe. Exactement, nos amis. Après ça, vous avez mentionné la paix de Brest-Litovsk, que ça soit un gouvernement tsariste, un gouvernement rouge, la politique était la même. Ils ont signé la paix avec les Allemands. Encore, vous avez mentionné la Dobroudja. Les Bulgares sont entrés dans la Dobroudja, aidés par les Allemands. Les Russes étaient censés venir aider les Roumains. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas bougé. Donc si les Russes se plaignaient que les Roumains n'entrent pas en guerre, c'était parce qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils ont attendu que Berthelot arrive avec le matériel. Ils ont obtenu leur Et rappel à ce moment-là seulement, ils ont daigné de venir vers le front. Pas sur le front, vers le front. Et après ça, c'était la paix de Brest-Litovsk. Mais ils avaient obtenu à un moment le rappel de Berthelot. Parce que la présence de Berthelot les gênait considérablement. Parce que c'était la seule force finalement constituée qui pouvait, et Saint-Hilaire, qui pouvait s'opposer à justement l'action de la déliquescence de l'armée russe, des soviets qui menaçaient de s'emparer du palais. Et Saint-Hilaire le raconte très bien dans ses mémoires, où le général russe, complètement dépossédé de toute autorité, vient le voir, lui dire, écoutez, je viens d'apprendre qu'il y avait une bande qui arrive, là, qui vont forcer les portes du palais pour chasser le roi, la reine et compagnie. Et moi, j'ai plus aucune autorité, qu'est-ce que peut-on faire? Et alors, on appelle Berthelot, Saint-Hilaire appelle Berthelot, et Berthelot prend disposition pour renforcer les gardes et prévenir, et faire savoir que de toute façon, s'il y a un coup qui est tenté, eh bien, les troupes françaises qui sont de la mission militaire tireront sur les insurgés, et par ailleurs. Donc c'est très intéressant de voir cette... C'est pour ça aussi que Berthelot a aidé tellement la Roumanie, parce qu'il a réalisé l'importance que ce pays avait pour bloquer l'expansion du communisme, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Ce qui a écrit grand homme sur ça, il a dit la Roumanie représente une sorte d'avant-première de cette politique de containment qui va être développée après la Seconde Guerre pour bloquer l'expansion du communisme. C'est une chose très très intéressante de voir effectivement. Alors la correspondance de Berthelot, là je la connais pas pour dire le vrai, donc je ne peux pas en parler, mais j'imagine qu'elle doit rejoindre l'appréciation qui était faite par Saint-Hilaire de c'est méritoire la publication des mémoires dans leur intégralité. Elle vient de paraître, Jean-Claude Dubois a fait une conférence en présentant ce gros volume, dont pour dire la Maison roumaine a eu l'honneur aussi d'être citée parce qu'elle a contribué un petit peu modestement à ce qui passe. Finalement, Berthelot est plus connu en Roumanie qu'en France. Ça, c'est incontestable. Mais en Roumanie, il est regardé comme une sorte de père de la nation. Je vais vous raconter une anecdote, parce que c'est vraiment une anecdote. La première fois que je suis parti en Roumanie, c'était à la tête d'une délégation de l'Académie de la Recherche, et nous sommes partis avec une dizaine d'académiciens qui faisaient partie de cette visite. Et dans le train qui nous menait à Roissy d'abord et ensuite pour prendre l'avion, on discutait un petit peu, et il avait été convenu que je fasse une intervention pour ce congrès sur les relations entre la France et la Roumanie des origines. Et j'aurais dit, vous savez, j'aurais parlé du général Berthelot. Berthelot, personne ne connaissait. Et personne ne connaissait. La délégation française. La délégation française. Ah, mais personne. C'est assez extraordinaire. Il me regardait gentiment, parce que j'étais pas du tout d'hostile, mais il a l'air de dire, oui, je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Moi, je connaissais Berthelot par les archives de l'ambassade de France en Roumanie. C'est comme ça que je dis, vous savez, Berthelot en Roumanie, il est connu, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village, il n'y a pas une rue, une avenue, une école. Bon. Il est gentil, il s'intéresse à la banque. Et je veux dire, ce qui était extraordinaire, c'est que quand on est arrivé, on est descendu de l'avion, c'était pas l'avion direct qui allait de Roissy, on était passé par Bucarest, et après un petit avion qui nous avait conduit à Sibiu. Et à Sibiu, il y avait Tiberiu qui nous a porté à descendre du
Michel, et qui la première chose qu'il a dit, il a dit « Je salue ici les compatriotes du fameux général Berthelot ». Et à ce moment-là, j'ai vu mes collègues qui me se regardaient et qui disaient immédiatement « Oui, Berthelot, il écoute ». Alors qu'il m'avait écouté jusque-là avec gentillesse, m'a l'air de dire oui, c'est son obsession, Berthelot. Et là, ils ont compris effectivement qui était Berthelot. Et ensuite, effectivement, on ne pouvait pas faire un pas, il n'y avait pas une visite, on nous parle de Berthelot. Berthelot a signé le livre d'or ici, Berthelot a dansé sur la place du village. Bon, et c'était effectivement, on sentait qu'il y avait un souvenir qui était entretenu. Et lors de la dernière manifestation, on a même inauguré une plaque dans la ville de Chalisté à l'occasion du passage de Berthelot. Bon, alors qu'en France, ça se voit un peu ce qui se passe au musée de l'armée. Oui. Quelle est la place de Berthelot au musée de l'armée? Et ça, je crois que c'est particulier, la Roumanie, quand même. Parce qu'il y a eu d'autres chefs de mission militaire française, mais qui n'ont pas laissé un tel souvenir. Je pense quand même que la Roumanie, c'est vraiment le pays où la mission militaire après-guerre... Ah oui, mais ça passe que la mission militaire française... Chez les Serbes, quand même. Pardon, chez les Serbes. Les Serbes franchissent les frais. Alors, je ne connais pas, là. Il a gardé une aura. Mais en Serbie, on a le même souvenir. Oui, c'est prégnant. en Serbie, c'est à peu près comparable à Berthelot. Moins fort, mais en plus il a une descendance serbe aujourd'hui, donc ils entretiennent ça. Franchet d'Estrellet était en fait le chef pour tous les Balkans. Donc il était le chef supérieur de Berthelot. Mais c'est surtout, lui, il est entré, pendant que Berthelot rentrait dans Bucarest, lui il est rentré dans Belgrade. Donc, il était plutôt... il a gardé une... Non, mais j'étais très impressionné quand on avait vu la reconstitution là, à Sibiu de l'armée de Berthelot, et ils avaient reconstitué exactement pratiquement à l'identique la cérémonie qui avait eu lieu un siècle plus tôt à Sibiu. C'était assez impressionnant. Ce qu'ils ont fait à Sibiu, c'était remarquable. Ça prouve qu'une chose, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce qui, je crois que serait intéressant, c'est de regarder du côté roumain, parce que là, forcément, il y a des archives. Et ça, c'est intéressant de comparer, effectivement, ça qui constitue un travail très intéressant. Vous savez comment les Romains l'avaient appelé Burthelot. Burthelot, ça veut dire gros ventre. Mais c'était affectueusement. Oui. Mais je crois que son gros ventre avait facilité les contacts qu'il avait, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas des hautains. Et le contraire, je crois qu'il avait cette capacité d'empathie qui faisait qu'il était partout chez lui, et puis que tout le monde... Saint-Dolère le raconte. Saint-Dolère, c'était pas tout à fait le même genre. Saint-Dolère, c'est un diplomate, un aristocrate. Oui, voilà. Mais il disait que Berthelot avait une jovialité qui lui permettait d'affronter toutes les circonstances, puis un optimisme aussi permanent. Donc ça peut jouer. Il était réellement aimé. Oui. Donc, il se retrouvait un peu en Roumanie, un peu chez lui. C'est ce qu'il disait. Il appréciait surtout la beauté des femmes roumaines. Oui. C'est pas qu'à lui. Oui. Je crois que c'est vrai. Je reviens à la neutralité. Quelles sont les raisons pour lesquelles Bracciano, président du Conseil, l'ont déterminé à durer, à tenir tellement longtemps, 2 ans, de 14 à 16, l'entrée en guerre de la Roumanie. Quelles sont les vraies raisons de son manque de détermination? Alors, c'est vrai qu'il faudrait regarder les archives roumaines pour savoir exactement, je ne sais pas si Bernardino laissait des papiers, pour voir effectivement comment il voyait les choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'il estimait que la Roumanie n'était pas prête à affronter, à la limite, les armées autrichiennes, oui. Mais il savait qu'en Transylvanie, il n'y avait plus pas seulement des Autrichiens, que l'Allemagne avait envoyé des forces armées, parce qu'elle se doutait bien que l'Autriche n'allait pas pouvoir tenir le coup. Et il ne voulait pas affronter à la fois les Allemands, les Allemandes en fait. Il savait que les Bulgares étaient dans l'embuscade. Ça faisait beaucoup pour... les Turcs aussi. Et les Turcs, sans parler des Turcs. Et donc je pense que il estimait que
son armée n'était pas suffisamment forte et qu'elle avait manqué de munitions, manqué de matériel, donc les demandes qui ont été faites, qui ont été un peu honorées en dépit de ce qu'ont gardé les soviets, mais il y avait effectivement cette inquiétude, et il trouvait aussi que son armée n'avait pas suffisamment de formation. Voilà. Et c'est pour ça que, en fait, quand il décide finalement d'entrer en guerre, parce qu'on lui dit, vous inquiétez pas, il y aura un corps expéditionnaire franco-anglais qui va arriver, les Russes de l'autre côté vont vous sauver, si vous êtes attaqué, vous ne risquez pas grand-chose. Mais quand il se lance, la première chose qu'il demande, c'est une mission militaire française, c'est la mission du général Berthelot, destinée à former l'armée roumaine. Et c'est ce que va essayer de faire Berthelot, jusqu'au moment où les Russes vont obtenir son départ, parce qu'il les gêne, et Berthelot reviendra donc au moment de la deuxième déclaration de guerre. Donc, alors après, il y avait d'autres raisons sans doute qui, peut-être au début, je pense que le roi Carol n'était pas favorable à l'alliance avec la France et l'Angleterre. Il était plutôt, lui, tourné vers la Prusse et vers l'Allemagne et l'Autriche. Donc il voulait pas, donc il y avait sans doute aussi cette raison qui faisait que bon. Et puis je pense aussi quand même, en homme politique, il se disait, je vais faire monter un peu les enchères pour obtenir, pour me déclarer, donc en disant, je veux être sûr qu'à la fin de la guerre, je récupère la Transylvanie, voilà, la Bucovine et tout ça. C'est indéniable,ment, ça fait partie de son personnage. Hein. Et c'est d'autant plus probable qu'il était tout de même très franco-entente. Oui. Très entente, oui. Très francophile. J'y pensais à ce que vous pouvez dire, et c'est pour ça que, sincèrement, j'y pensais. Voilà. Et je me disais, je vais leur demander. Voilà. Oui, mais Blondel le dit dans sa correspondance, hein, il le dit souvent. Il le dit, il fait durer le plaisir en quelque sorte, parce qu'il attend d'être certain pratiquement que l'offensive va se déclencher, soutenu comme on lui promet par tous les partenaires. Hop, il s'empare de la Transylvanie, et il obtient ce qu'il avait souhaité. Malheureusement, ça ne s'est pas passé dans les faits comme ça. Il l'a eu. Et oui, il l'a eu à la fin, mais au prix quand même de sacrifices énormes. Hein, parce que, enfin, je ne vais pas faire l'histoire de la Roumanie, mais le départ à Jassy. Le départ à Jassy a été quand même dramatique. Les conditions de vie à Jassy, la population roumaine a quand même été très marquée par les épidémies, par l'absence de ravitaillement. Enfin bon, ça Tolère le raconte très bien. Le reste, il dit mais c'était scandaleux de voir comment les choses se passaient entre évidemment une population qui n'avait plus rien, qui se battait pour sauver son pays, et puis des forces d'occupation qui étaient soi-disant alliées, mais qui les regardaient faire. Monsieur Grandhomme, Jean-Noël Grandhomme, cite, à propos de l'entrée en guerre de la Roumanie, cite un télégramme du maréchal Joffre. Oui. Alors, il ne dit pas à qui il était adressé, mais on comprend dans le contexte que c'était de France en Roumanie. Hein. J'imagine qu'il était adressé à Saint-Olaire. Le grand quartier général suivait de très près effectivement la situation, puisque même au moment pour remplacer Blondel, on avait pressenti Joffre pour qu'il dise ok, on va envoyer Tardieu en Roumanie. Donc en fait, il suivait de très près ce qui se passait. Voilà. Et puis, sans oublier que 1916, c'est l'année de la bataille de Verdun, du printemps jusqu'en hiver. Et donc Joffre dit maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'est ça. Et je crois du reste que c'était quand même déterminant dans la décision de Mazzagnou, effectivement, quand il a compris que là il ne pouvait pas attendre davantage, même si lui aurait peut-être souhaité que ça attende encore un peu plus. Et puis, ce que vous avez aussi mentionné, c'est que donc les Roumains ont avancé en Transylvanie, et puis les Allemands ont été obligés de prendre des combattants allemands du front de Verdun et les envoyer contre la Roumanie. Et ça, c'est historique. C'est bien, mais ça, c'était bien l'objectif de Joffre. C'était bien l'objectif. Bien sûr. C'était d'affaiblir effectivement le front occidental en créant un deuxième front oriental, soit avec la Roumanie. Là, c'est certain qu'ils savaient forcément que les troupes allemandes allaient intervenir. Parce que les troupes autrichiennes ont été un petit peu vite
repoussées, enfin pas repoussées parce que elles ne sont pas intervenues en Roumanie, mais quand les Romains sont rentrés en Transylvanie, les Autrichiens sont partis. Mais hop, les Allemands sont arrivés, là c'était autre chose. Je crois qu'il y a encore deux questions, et puis je vous invite, on peut continuer un petit peu autour d'Herbert et Costel. Oui, on est au lendemain du jour de la femme, et on parle pas mal de féminisme dernièrement. Est-ce que les Romains parlent souvent du rôle joué, je reviens au traité de Versailles, du rôle joué par les grandes romaines. La Reine Marie, Hélène Vaccarescu, Marc Libescu. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose en Sainte-Hilaire là-dessus? Alors dans Sainte-Hilaire, oui, parce qu'il raconte effectivement, il évoque la personnalité de la Reine Marie, qui est dans des pages qui sont tout à fait flatteuse pour la souveraine, hein. Donc il raconte qu'il n'a connu qu'un uniforme d'infirmière et qu'elle soignait les malades, les blessés avec un dévouement absolument extraordinaire, et que ces dames d'honneur lui disaient, au moment où il y avait des épidémies de typhus, lui disaient « Mais madame, il faut mettre des bottes pour se protéger des poux et des gants, vous ne pouvez pas caresser les mains des soldats qui sont blessés, avec vos mains, il faut vous protéger. » Et elle disait, vous ne croyez pas quand même que ça serait pour eux que c'est plus important que je n'ai pas de gants que... Bon, et elle a refusé effectivement de porter des gants. Donc, effectivement, il évoque la personnalité de la reine en termes très, très flatteurs. C'est incontestable. Pour les autres femmes, je ne sais plus exactement, Blondel en parle à un moment, je ne sais plus, je crois, alors, je n'aurais pas, mais il évoque une princesse, peut-être Bilesco, peut-être, qui était partie avec son mari au début de la guerre, pendant l'époque où il n'y avait pas encore de déclaration de guerre romaine, et qui était partie à Paris pour le prince négocier des armements, des munitions, etc. avec le gouvernement français, et il disait, mais méfiez-vous de la princesse, parce qu'elle tient des discours francophiles, mais en fait, par derrière, elle soutient alors il faut la surveiller dès qu'elle arrive. Ça, c'est très intéressant.